Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la justice malgache a annulé une partie des lois électorales contestées par l'opposition qui considère qu'elles avantagent le régime. L'opposition compte tout de même poursuivre sa mobilisation contre le chef de l'État. En Algérie, les revenus issus de l'industrie pétrolière et gazière constituent environ 60% des revenus du pays. Après l'effondrement des cours du pétrole, l'Algérie a trouvé dans le secteur agricole une nouvelle source financière. Et puis au Rwanda, ils sont nés un an après le génocide de 1994, de mères violées et abusées. Ils affirment vivre dans l'isolement et la stigmatisation. Notre correspondant est parti à leur rencontre. Mais tout d'abord, le Tchad entre définitivement dans la 4e République. La nouvelle constitution a été promulguée ce vendredi par le président Idriss Déby Itno. Conformément à cette disposition, le gouvernement tchadien a démissionné ce jeudi 3 mai. Le texte adopté par le Parlement instaure un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. Il renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annulé une partie des nouvelles lois électorales à l'origine des manifestations qui visent depuis près de 2 semaines le régime du chef de l'État. L'opposition considère qu'elles avantagent ce régime. La plus haute instance judiciaire malgache les a jugées non conformes à la Constitution. Les précisions de Solange Dubois. Plusieurs dispositions des nouvelles lois électorales ont été jugées ce 3 mai 2018 contraires à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle malgache, notamment sur la révision des listes électorales, la durée des campagnes, l'utilisation des bulletins uniques ou encore les conditions nécessaires à la candidature à la présidence. Sont déclarées non conformes à la Constitution, ou le cas échéant, au moyen de bulletins de vote individuels établis pour chaque candidat, de l'article 20 alinéa 3, l'article 22 alinéa 2 et la section 3 du chapitre 6. La justice malgache estime en effet que ces nouveaux textes avantagent le seul régime, une fronde pour le président R. Radzonarimampian, mais qui s'annonce néanmoins comme une seconde tentative de sortie de crise. Pour l'instant, tous les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province qui avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. À 7 mois de l'élection présidentielle, l'actuel chef de l'État élu en 2013 n'a toujours pas annoncé sa candidature. En revanche, les anciens chefs d'État, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. En Algérie, le gouvernement investit de plus en plus dans le secteur agricole. Le but, pallier les pertes causées par la baisse des recettes énergétiques, un secteur qui représente 60% des revenus du pays. Les cours du pétrole ont été particulièrement volatiles en 2016 en raison des fortes fluctuations des prix des produits. Solange Dubois. Confronté à des défis importants posés par la baisse des cours pétroliers, le gouvernement algérien a mis en place un programme afin d'améliorer la production agricole. Objectif, récupérer les pertes dues à la baisse des recettes énergétiques, actuelle principale source de financement de l'État. À présent, le gouvernement offre plus de soutien au secteur agricole avec des fonds énormes pour aider la production et fournir de la nourriture à tous les Algériens. Ce pourrait être une bonne alternative au pétrole. Les revenus issus de l'industrie pétrolière et gazière constituent environ 60% des revenus total de l'État algérien. Néanmoins, après l'effondrement des cours du pétrole qui est passé de plus de $100 le baril en 2014 à moins de $30 en 2016, le gouvernement ne peut constater qu'un manque à gagner de 50 milliards de dollars. L'Algérie se tourne aujourd'hui vers le secteur agricole. Elle lance donc une campagne pour augmenter la production locale et également aider les agriculteurs à se développer grâce à des prêts au taux d'intérêt faible et des vaccinations gratuites au bétail.
Nous avons obtenu ce terrain en 2013. L'État nous a également aidés dans les procédures administratives. Nous avons fait installer ces étables et ces cuves et grâce à Dieu, nous avons commencé avec 40 vaches et maintenant nous en avons 70 après 4 années de travail. Par ailleurs, le gouvernement compte augmenter la production de blé, passant à 5,3 millions de tonnes d'ici 2022 contre 3,5 millions de tonnes en 2017. 15 nouveaux barrages vont également être construits pour compléter les 80 hectares pour l'irrigation des céréales sur une superficie de 600 000 hectares contre seulement 60 000 hectares actuellement. Au Rwanda, le génocide de 1994 a laissé un traumatisme encore présent. Les enfants nés de viols commis par les miliciens déclarent mener une vie difficile et être victimes de stigmatisation familiale. Ils affirment vivre dans la privation et l'isolement depuis plus de 20 ans. Notre correspondant fraterne Dakai Sanga a rencontré quelques-uns de ces enfants à Kigali. Ils ont pour la plupart 23 ans car ils sont nés un an après le génocide au Rwanda en 1994. Seule différence, ils sont nés des mères violées et abusées pendant les atrocités et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leur père. Ils ont grandi dans les orphelinats ou les familles d'accueil pour les uns et pour les autres dans les familles qui ne les accueillent pas comme des enfants normaux mais comme des fils ou des filles des génocidaires. Il y a longtemps que personne n'est de notre côté, par exemple du côté de la famille de nos mères, du moins ceux qui ont survécu. Ils nous considèrent comme des enfants des tueurs et pire encore, on ne connaît pas les familles de nos pères. Certaines de nos mères ont été contaminées par le virus du sida et quelquefois les enfants aussi. Ce n'est vraiment pas une vie facile de ne pas être accepté et aimé par sa famille. Même si ma mère s'est battue pour ne pas me jeter ou m'avorter, ça n'a jamais été simple entre nous. Je n'ai jamais été bercée comme d'autres enfants car ma mère n'a pas voulu de ma conception et donc je ne me suis jamais sentie aimée. Dommage qu'au moment où je commençais à apprendre à me réconcilier avec elle, elle est décédée de suite d'un cancer de l'utérus. La loi régissant le fonds de soutien et d'assistance aux survivants du génocide ne reconnaît pas les enfants nés des viols pendant les génocides parmi ceux qui ont le droit à une aide d'urgence accordée aux survivants vivant dans la précarité. Le nombre exact de ces enfants n'est également pas connu, mais une certaine Ouababieyi Honorine a pu rassembler 73 d'entre eux dans sa fondation Hope and Peace. Notre fondation rassemble des jeunes rescapés du génocide, des jeunes dont les parents ont commis le génocide et ceux qui sont nés des viols commis par les assaillants pendant le génocide. L'idée était de pouvoir partager nos histoires de vie que chacun considérait comme un fardeau parce que tout le monde avait souffert d'une façon ou d'une autre. On n'a pas de moyens financiers pour pourvoir aux besoins de tous ces enfants, mais au moins on peut leur offrir notre humanisme. Pour rappel, selon l'Organisation des Nations Unies, entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, il y a eu un génocide au Rwanda où plus d'1 million de personnes ont été tuées en 100 jours. Et malgré de graves conséquences dans tous les secteurs de la vie, le pays des 1000 collines a su se relever selon les observateurs. Ce que je crois, un livre de 54 pages dans lequel l'auteur, le député de la première circonscription d'Oyo, Denis Christel Sassou Nguesso, décrit sa vision pour le développement du Congo sur les plans de l'éducation, de la formation, du droit à la santé, du défi du développement agricole ou encore de la citoyenneté et de la solidarité. De Vapanzou nous en dit plus. Ce livre de 54 pages qui décrit l'œuvre accomplie par Denis Christel Sassou Nguesso comprend 5 grands défis. Le droit à la santé, le droit à l'éducation et à la formation, le droit au mieux vivre grâce au développement agricole, d'une citoyenneté solidaire et des perspectives d'avenir, ou bien ce qui reste à faire. L'auteur dénonce aussi le tribalisme et les antivaleurs qui ont propulsé le pays vers un précipice. Le rôle de la femme, à mon sens, est essentiel. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à développer notre pays en occultant le rôle et la compétence de la femme. Vous retrouverez ça également dans ce livre. Je parle à un moment donné de la femme qui souvent a des résultats académiques meilleurs que ceux des hommes. On se rend parfois compte que les femmes
femmes ne sont pas toujours valorisées. Grâce à sa fondation Perspective d'avenir qu'il a créée en 2012, plusieurs personnes défavorisées ont bénéficié des soins gratuits grâce au programme de santé communautaire qui posera bientôt ses valises à Kinkala dans le département du Pôle. La présentation et la dédicace du livre Ce que je crois de Denny Christelle Sassou Nguesso ce mercredi 2 mai 2018 à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères a permis à plusieurs compatriotes de découvrir sa vision de développement. Ce livre, la vision de l'honorable Denny Christelle Sassou Nguesso est celle d'emmener les jeunes Congolais à se faire former de manière à adapter leur formation au marché de l'emploi. Voilà, le livre, c'est comme il l'a dit, c'est ce qu'il croit. Voilà, bon, exactement ce que lui il peut penser. N'est pas exactement toute la vision, mais l'essentiel a été dit. Ce livre est un appel à la mobilisation de tous les acteurs au développement, l'État, les collectivités, la société civile, les organisations non gouvernementales, les entreprises publiques et privées. Denny Christelle Sassou Nguesso brigue actuellement son deuxième mandat de député de la première circonscription de la ville d'Oyo et docteur honoris causa de l'université privée de Marrakech. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.